Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Certains rêvent de nous voir partir en 2025, ils peuvent continuer à rêver et ils rêveront longtemps. Ce sont les propos donc du porte-parole adjoint du RHDP, ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique qui répondait ainsi à l'appel de Benoît. On débriefe tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le Grand Talk. On démarre maintenant. D'être avec nous comme chaque soir. Nous sommes encore là ce mardi soir pour décrypter l'actualité nationale et internationale. La plateforme donc, de la cérémonie officielle de lancement de la session nationale de formation des structures du parti était le prétexte et la plateforme toute trouvée pour répondre au PPACI qui appelait justement, on le sait, dimanche dernier, un rassemblement à l'Union sacrée de la gauche. Pourquoi? Pour voir ce gouvernement ne plus être au pouvoir en 2025. Décryptage donc des propos du porte-parole adjoint. Commençons par vous, Daouda. Quel commentaire cela pourrait appeler de vous, très cher? Aujourd'hui, ça appelle un commentaire de ma part. Aujourd'hui, j'espère que ça appelle un commentaire de votre part, Daouda. Déjà, je pense que quand Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, quand il dit il tient ces propos-là, il faut regarder le contexte dans lequel il dit ces propos. Tout à fait. Voilà. Il le dit dans le cadre du renforcement des capacités de leurs militants. Donc c'est pour dire... Donc la formation. Oui, la formation. C'est ça. En gros, le 10 ans, il envoie un message clair à l'opposition. Il dit que clairement, les élections, vous commencez à le préparer maintenant. Mais nous, il y a pratiquement 3 ans, voire 4 ans, qu'on prépare ces élections-là. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé durant ces 10 dernières années, où l'opposition n'a pas estimé qu'elle devait, par exemple, comment on appelle ça, aller à des élections. Eux, ils allaient à des élections. Ils sont au contact de leurs électeurs matin, midi et soir. Ils s'assurent qu'ils s'enregistrent, ils s'enrôlent effectivement sur la liste électorale. Donc ils se préparent en fait. En fait, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le message qu'il envoie, c'est qu'il dit à l'opposition, puisque Laurent Gbagbo qui dit « Je vous appelle à me rejoindre ». C'est cela. J'ouvre mes bras. J'ouvre mes bras. Et autres, il faut qu'on ait, qu'on appelle ça des discussions sincères, mais il leur rappelle en fait que malgré que votre alliance que vous avez, si vous tenez ce genre de propos encore aujourd'hui, ça veut dire que vous n'êtes pas encore en accord pour aller vous battre vis-à-vis du Je RHDP. reste avec vous, Daouda. Le fait que le président du PPACI ait dit « on ne me roule pas », j'attendrai donc des discussions sincères et vraies. Cela pourrait dire qu'attention, on n'est pas très sûr au niveau de l'opposition de la sincérité des échanges ou de la fiabilité de ceux qui arrivent. En gros, c'est quand on lit Mamadou Touré, quand il dit « vous pouvez toujours rêver », c'est ce qu'il dit en substance. Dans la mesure où aujourd'hui, on sait que le PPACI et le PDCI sont en alliance. Avant ça, c'était EDS et PDCI qui étaient en alliance. Si malgré cette alliance, aujourd'hui, à 1 an d'une élection, on parle de discussions sincères, ça veut dire que les discussions ne sont pas véritablement sincères. D'où le fait de rêver toujours, de rêver toujours. Mais au-delà de ça, il leur dit qu'en fait, techniquement, comme je le disais hier ici, en matière des régionales, le RHDP a 26 régions. Très bien. Pendant que le PDCI en a 3. Les indépendants dont Élisée parlait, l'indépendant en question est devenu RHDP, donc ça fait 27. Donc le PDCI et le PPACI n'ont qu'un seul siège au niveau des régionales. Donc quand on regarde tout ce corpus-là, si on s'en tient aux chiffres actuels, le RHDP est largement devant. Et c'est pour cette raison qu'il dit, vous pouvez continuer à rêver toujours. Gandhi Koué, pourquoi la plateforme, justement, pourquoi prendre le prétexte de la plateforme de lancement de la session nationale de formation des structures du parti pour répondre? On pouvait répondre avec une conférence de presse. Mais pourquoi cette plateforme de façon principale? Bon, en fait, à mon niveau, je ne pense pas que ça soit en fait, vu sous le même angle. À l'heure actuelle, il faut dire que tous les partis politiques affûtent leurs armes pour la présidentielle, ce qui est normal. Et déjà, moi, je retiens qu'après la sortie de Laurent Gbagbo, il y a quand même en fait lieu de dire que c'est à prendre au sérieux
Voilà, c'est comme ça que je vois. Qu'est-ce qu'il y a à prendre au sérieux, la sortie? Oui, l'appel de Gbagbo, parce que l'appel de Benoît. Parce que comme je l'ai dit hier, l'appel de Benoît n'est pas forcément autour de Gbagbo Laurent, voilà, du président Gbagbo Laurent. Un appel là où on peut se parler, parce que par le passé, on ne se parlait pas. Déjà, un appel, les choses peuvent changer. C'est comme un ordre du jour qu'on peut changer à tout moment. Mais déjà, après la sortie de Gbagbo, je vois que déjà les membres du gouvernement, les membres du parti au pouvoir, disons, prennent ça au sérieux pour dire en fait, attention, si déjà on ne veut pas aussi montrer du sérieux, on risque de ne pas être au pouvoir. Dans le verbatim, en tout cas dans les éléments de langage du porte-parole adjoint, tel que ça a été dit... Oui, ben là, il fait de la politique, c'est tout à fait normal. Mais vous pensez qu'il le prenne au sérieux? Oui, il fait de la politique, il veut minimiser en fait ce que l'autre dit, mais dans tous les cas, il sait qu'il y a un adversaire, il y a des adversaires sérieux qui se préparent, et déjà, d'où déjà la formation. Nous sommes déjà à quelques mois de la présidentielle, mais déjà, il faut former déjà leurs représentants. Gandhi Koué, l'appel de Benoît fait-il peur? Oui et non. Oui et non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, on dira non, parce que tout simplement, il y a eu trop d'antécédents au niveau déjà de l'opposition. Oui, parce que si ça devient sérieux, bien évidemment, ça va faire peur. Voilà. Très bien. Sarah, quel est votre postulat dans cette question? Alors j'ai envie de revenir un petit peu sur les termes déjà que le ministre Mamadou Touré a utilisés, donc de ne pas avoir la possibilité de rêver ni de le faire sur du long terme. C'est des propos assez fermes et déterminés, il me paraît ferme et déterminé dans sa réaction. Et j'ai l'impression que c'est aussi peut-être sa stratégie, une stratégie tout simplement politique pour minimiser les ambitions politique des partis de l'opposition. Minimiser? Et oui, minimiser leur ambition, essayer de leur dire, voilà, on est là, on est présent et on l'est de manière pérenne. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'impression que c'est un message qui s'adresse uniquement à l'ancien président Laurent Gbagbo, mais à tous les partis d'opposition. J'ai l'impression que voilà, c'est un petit peu une opération marketing où on bombe le torse et puis on en profite aussi pour lancer la machine RHDP politique. J'ai l'impression que là on est vraiment en course, on sent qu'on est dans les préparatifs des présidentielles d'octobre 2025. La pré-campagne, oui. De pré-campagne, tout à fait, notamment, en plus on est dans un cadre, comme le disait tout à l'heure Daouda, de formation, de préparation à l'idéologie du RHDP au niveau des militants, mais aussi pour qu'ils puissent s'approprier les acquis de la gouvernance du RHDP sur les 350 départements politiques. Donc voilà, on sent que la machine est en route, les réactions sont assez vives et je pense qu'on va assister à ce genre de réactions. Qu'est-ce qui est assez vif, Sarah? Vous dites que les réactions sont assez vives. Oui, ce que je veux dire, c'est dans les termes qui ont été utilisés par le ministre Mamadou Touré, on sent quand même une certaine, enfin je ne vais pas dire violence, mais c'est des termes quand même assez déterminés, assez fermes. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Donc l'idée, c'est, je pense, de montrer déjà une détermination et une confiance du côté du RHDP. Sur le plan idéologique, sur le plan stratégique, et voilà, de faire en sorte que le message soit clair et passe bien auprès de tous les opposants politiques. Je reviens à la question que j'avais posée à Gandhi Koué. Oui. Selon vous, est-ce que l'appel de Benoît fait peur? Non, je ne pense pas. Je ne prends pas ça comme un appel qui pourrait sonner comme une grande menace pour le moment, mais plutôt comme un appel, à la place du RHDP, on pourrait se dire, voilà, maintenant l'opposition essaye de s'organiser, de se former peut-être autour d'une coalition de partis politiques. Ça me fait un petit peu penser, je pense que ça a été mentionné hier, qu'on s'inspirait un petit peu de ce qui a été fait en France au niveau du nouveau Front populaire, même s'il faut se garder des comparaisons. Hier, ouais. Voilà, même si on se garde de toute comparaison, mais effectivement, c'est une coalition de plusieurs petits partis de gauche qui ont réussi à obtenir une forme de majorité. Mais quand on regarde, une forme, parce qu'en fait, quand on regarde dans chaque parti, personne n'a vraiment obtenu de majorité, mais tous ensemble, effectivement, ils ont pu s'imposer face aux autres partis par le nombre de sièges. Donc peut-être que ça peut donner une sorte d'élan à l'opposition en se disant mais finalement ensemble on pourrait être plus fort, vu que comme le disait aussi Daouda, et c'est très vrai, le RHDP aujourd'hui c'est un parti majoritaire, on l'a vu lors des dernières élections régionales et municipales, qui est quand même un très bon indicateur. Donc l'idée derrière des opposants, c'est de se dire si on se réunit, on aura peut-être
une opportunité, une chance de faire le poids contre le RHDP. Mais maintenant, bien sûr, il faudra s'entendre sur qui pourra être le leader de l'opposition ivoirienne. Même en France, ils n'ont toujours pas trouvé qui pourra l'être. Donc, bon, ce n'est pas forcément évident, mais c'est une stratégie, Merci évidemment. beaucoup, Sarah. Alors, Aïcha, bonsoir. Bonsoir à tous. Dites-moi, quel est votre postulat par rapport à cette question? Ils rêveront toujours, ils pourront rêver quand le PPACI dit qu'il faut s'unir pour ne plus voir ce gouvernement être aux affaires en 2025. Oui, c'est de la politique, ça a été dit, c'est du jeu question-réponse. Monsieur le Président Laurent Gbagbo a lancé un petit peu les hostilités, on y est. Donc la réponse est même plutôt gentille. Sarah l'a évoqué, on parle de confiance, on parle de sérénité, c'est le parti au pouvoir, c'est tout à fait normal que M. Mamadou Touré parle de continuer à rêver. Ouais. C'est un professionnel de la communication, de la diplomatie. Donc évidemment, les mots sont mesurés. Et puis on sait que... Sarah parlait d'une certaine violence, non? Non, ça reste comparé à d'autres pays, comparé à d'autres choses, même en Côte d'Ivoire. La fermeté, non Comment? Oui, mais il faut être ferme, pardon. Il faut, quand on veut garder le pouvoir, puisque ça semble être le cas, il faut être ferme sur ses appuis. Il ne faut pas laisser passer une trêve ou une... Non. Donc action, réaction, en fait. Et ça a été plutôt rapide et c'est très bien. Ça veut dire qu'on est rentré dans le jeu politique, dans la campagne. On y est, c'est parti. L'appel de Beaunois, c'était le dimanche. Élysée Boloubeu, c'était dimanche, l'appel de Beaunois. La réaction vient mardi, à l'occasion donc du lancement national des structures, des formations des structures du parti. Alors, on est à la tribune pour parler formation. Formation pour renforcer les capacités des militants. Formation, capacités intellectuelles, morales et politiques. Et on profite en même temps pour passer la boutade et on continue le chemin. Alors, comment est-ce que vous appréciez ces deux points? Pendant que le PPACI dit non, il faut que la carte d'identité soit gratuite, il faut ci, il faut ça. Pourquoi les péages? Vous parlez formation. Comment est-ce que vous appréciez cette dualité? Ok, d'accord. Pour ce qui concerne déjà l'intervention du porte-parole, adjoint du RHDP, Touré Mamadou, je pense qu'il est dans une logique de galvanisation des troupes. Hein. C'est ça. Voilà, ça veut dire... Parce que je reste pertinemment convaincu que certains membres du RHDP, quand ils ont entendu le discours de Gbagbo, notamment, il faut que ceux-ci dégagent en 2021, en 2025, qu'on enlève ce gouvernement en 2025, certainement ont dû se poser beaucoup de questions et puis savoir sur quoi ils comptent exactement pour nous dire ça. Donc lui, en tant que responsable politique et connaissant sa capacité de tribun, vraiment de celui-là qui est très bon orateur, qui a cette capacité de dynamiser, de galvaniser ses troupes, il est dans son rôle, voilà, pour dire ils peuvent rêver. Les gars, on est suffisamment implantés, on est suffisamment assis. Ils peuvent rêver et ils peuvent rêver encore longtemps, parce que ce qu'il dit, ils peuvent rêver, ils peuvent encore rêver longtemps. Voilà. Donc pour dire que c'est un vœu qui finalement pour Touré Mamadou serait un vœu pieux. Mais je pense qu'en le disant, c'est totalement politique. Parce que quand vous suivez la suite de son intervention, il dit nous devons renforcer nos capacités politiques afin de faire face aux défis importants à relever ensemble. C'est-à-dire que quand il finit, comme les uns et les autres l'ont dit ici, de jeter cette boutade, de minimiser un peu, il revient, il ressent. C'est pas aussi important que ça. Il dit implicitement, il faut qu'on travaille. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire qu'on ne fera, ils ne feront que rêver, mais rendre cette parole-là effective implique de nous de travailler conséquemment pour qu'on puisse atteindre le résultat. Donc, c'est ce qu'il dit en fait. Il ne minimise pas en fait l'appel de Beaunois. Non, pas du tout. Pas qu'il minimise en tant que tel. Je lui dis, il est vraiment dans de la communication politique. C'est-à-dire face à l'adversaire, montrer que ce que tu as dit ne nous effraie pas. Mais en réalité, devant les membres, leur faire comprendre qu'il y a du travail à faire. Donc, on est vraiment dans de la communication politique. Et ça, pour qui connaît Mamadou Touré, il sait que c'est un expert en la matière. Donc, ça ne surprend pas. Maintenant, de savoir si on est totalement lancé, les dés sont lancés. Moi, je peux dire qu'en tout cas, je pense déjà que les velléités éventuellement déjà se présentent. Et moi, je suis pertinemment convaincu que quand on sortira, disons, des vacances gouvernementales, voilà, des vacances gouvernementales prévues logiquement à septembre, je pense qu'on va sera de plein pied. On va rentrer vraiment de plein pied dans de la politique jusqu'à, bon, peut-être que ça va encore tergiverser jusqu'à fin décembre, mais je pense que dès qu'on parlera de janvier 2015, là, il va falloir que les Ivoiriens commencent à s'habituer vraiment à de la politique pure et dure. C'est vraiment dans cela qu'on sera. Mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire ici, je voudrais en tout cas profiter de l'occasion pour interpeller peut-être nos hommes politiques sur la nécessité de vraiment faire de la politique, la scène politique,
la politique responsable. Parce que c'est important. Je pense que les Ivoiriens attendent ça vraiment de chacun d'eux. Et tant qu'ils seront dans cette dynamique-là, ils verront vraiment une adhésion des populations à leur endroit. Et je pense qu'ils en sont conscients. Donc moi, c'est juste ce que je peux rappeler aux uns aux autres. Très bien. Mais toujours est-il que, pour moi, je crois qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Voilà, et les uns et les autres commencent à faire ce pourquoi ils ont décidé de faire de la politique. Daouda, dans cette configuration, quand on sait que le président du PPACI, pour l'instant, n'est pas encore inscrit sur la liste électorale, cela ne devrait-il pas être justement le débat? On avance, le temps passe, rien n'est dit à ce sujet-là, il n'est pas encore inscrit, il est candidat, il appelle au rassemblement. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Ou on aura peut-être in fine quelqu'un qui sera présenté par le PPACI? Est-ce que vous... Je pense que le PPACI a été clair en la matière. C'est Laurent Gbagbo qui est leur candidat. Bon, pendant que le RHDP parle de Alassane Ouattara, candidat naturel, je pense que le PPACI, leur candidat naturel, c'est, comment on appelle ça, c'est Laurent Gbagbo. Et pour qui écoute les lieutenants de Laurent Gbagbo, ils ont dit on n'a pas de plan A, ni de plan... Gbagbo Laurent est le plan A, le plan B, le plan C, jusqu'au plan Z. Est-ce que ça ne va pas changer avec peut-être l'évolution de la situation? Je ne peux que m'en tenir à leurs propos et à leurs citations. Ceci étant dit, pour revenir, j'aimerais juste revenir sur là où M. Mamadou Touré tient ses propos, parce que quand je voyais les images défiler, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que le RHDP, à l'approche de ces élections où tu parlais de travail sur le terrain, il y a une forme d'union réelle au niveau du RHDP. Pourquoi vous parlez d'union, Daouda? Non, mais parce que, qu'on le veuille ou non, dans tous les partis, il y a toujours des guéguerres internes. Il y a toujours des guéguerres. Il y a des guéguerres internes en ce moment au RHDP? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, dans tous les partis politiques, il y a des guéguerres, il y a des batailles de positionnement, ce qui est tout à fait normal et légitime. Voilà ce que je dis. Mais là, à l'approche des élections, ils vont en rang soudé. Sur la table des séances, on voit le président de l'Assemblée nationale, la ministre d'État, Anne Leto, M. Aka Oulé, comment on appelle ça, le président du Mamadou Touré lui-même. Donc c'est pour dire qu'en gros, tous les gros cadres, je ne peux pas dire les grands cadres du RHDP, se mettent en rang de bataille, malgré peut-être qu'ils ont des batailles de positionnement en interne, ce qui est tout à fait légitime, mais pour les élections, ils mettent tout ça de côté pour dire qu'on doit gagner les élections pour notre candidat naturel qui est Alassane Ouattara. Moi, j'aimerais avoir la réaction de Gandhi Koué. Daouda part d'union sacrée, on laisse donc les ambitions personnelles et on part à l'union sacrée pour faire réussir donc le champion qui sera désigné ou le président actuel qui signe les candidats. Est-ce qu'au RHDP, on peut parler d'union? Enfin, ils sont unis, est-ce qu'il y a des problèmes? Il n'y a même pas, à la matière, il n'y a même pas d'événement, puisque c'est le parti au pouvoir. Et même s'il y avait des guéguerres, on n'aurait jamais su ça. Mais en fait, ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, le RHDP, quoi qu'on dise, a aujourd'hui devant lui des candidats sérieux. Parce que quoi qu'on dise, Gbagbo Laurent, c'est un dinosaure de la politique. Mais il n'est pas encore inscrit. Oui, mais justement, c'est un combat. C'est pourquoi c'est un processus. En appelant déjà, en faisant le rassemblement, en appelant déjà avec l'appel de Benoît, c'est pour dire, venez qu'on s'organise, on va se structurer. Vous voyez, le RHDP, aujourd'hui, sont en train de s'organiser. C'est comme ça aussi que l'opposition s'organise. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a eu les législatives en France, pendant que tout le monde pensait au Rassemblement national, aux choses comme on appelle au RN. Vous avez vu au deuxième tour les législatives. Sacrée de la gauche. Donc déjà avec l'union, donc Gbagbo a fait cas la dernière fois à Benoît, les choses vont changer. Les gens étaient pessimistes parce que pourquoi est-ce que il y a eu trop d'antécédents. Mais je veux dire déjà, Gbagbo est dans une nouvelle posture. En appelant au rassemblement, ça va faire peur aussi au parti au pouvoir. Et vous verrez, dès que le rassemblement va se faire, même quand ils vont finir de discuter, même si on a trouvé, en fait, au niveau de l'opposition, on a trouvé un candidat autour duquel on se met, vous verrez que le parti au pouvoir aura des difficultés et on aura vraiment péril à la demeure. Votre avis est attendu. Le numéro de téléphone s'affichera à l'écran. Votre avis est attendu. Que pensez-vous de cette situation? On aimerait vous entendre, chers téléspectateurs. J'aimerais rapidement revenir sur Daouda. Daouda, vous n'êtes pas d'accord avec Non, je ne suis pas d'accord avec Gandhi parce que aujourd'hui, je pense que hier, on a longuement débattu sur la question de l'appel de Benoît. Que tu appelles l'appel de Benoît. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, quand M. Laurent Gbagbo, après avoir décrypté, on se rend compte que la question qu'on pose, est-ce que tous les partis aujourd'hui qui ont appelé à l'union, est-ce qu'ils ont appelé à une union autour de Laurent Gbagbo? Je ne pense pas. La question, c'était, est-ce qu'il a dit lui-même, venez autour de ma personne? Vous dites, quand il dit, j'ouvre mes bras, ça veut dire c'est moi. C'est ce que oui, c'est ça, parce qu'il dit clairement, venez autour de moi, pourquoi en fait, l'union doit se faire à mes conditions.
Mais quand on regarde, tu parlais de l'envergure de Laurent Gbagbo. Vous pensez qu'aujourd'hui, techniquement, M. Laurent Gbagbo acceptera de se mettre derrière un Afin Guessan? Je ne pense pas. Une Simone Gbagbo, je ne pense pas. Un Blé Goudé, je ne pense pas. Tidiane Thiam, aujourd'hui, ce n'est même pas à imaginer même. Or, de façon claire et de façon précise, le PDCI aujourd'hui, franchement, disons-le clairement, n'a jamais été aussi à un iota de la présidence. Très bien. Vous pensez qu'eux, ils vont accepter, et le PDCI va accepter de se mettre sous le leadership de Laurent Gbagbo actuellement? Je ne pense pas. Écoutons Sarah et on reviendra à vous. Sarah et Élisée. Sarah, oui, allez-y. Oui, très rapidement. Alors moi, par contre, l'appel d'hier, je ne l'interprète pas forcément comme venez autour de moi la personne, ancien président Laurent Gbagbo, mais plus... Il a dit j'ouvre mes bras. Oui, on a dit que ça veut dire venez à mes être... conditions. Oui, ça peut être aussi, venez, on s'assoit tous autour d'une table et on négocie et on discute, je pense, parce qu'à ce stade-là, ce serait peut-être un peu prématuré et je pense qu'il est assez intelligent aussi pour le comprendre. C'est peut-être aussi un appel pour se réunir et pour discuter et définir une stratégie commune. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, la comparaison avec le RN, le Rassemblement en France, je la prendrai avec un peu de pincettes parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. En France, il était question de faire alliance pour faire front commun contre un parti qui n'était pas considéré comme républicain, un parti d'extrême droite et en soi une menace vraiment pour tous. Alors qu'ici, on veut faire face au RHDP, qui est le parti majoritaire actuellement en place, mais qu'on ne considère pas, qu'on n'entre pas forcément dans une case de non-républicain ou d'extrême droite. Je pense que la comparaison, elle est pas possible. Enfin, sur certains points, voilà. Mais effectivement, l'ensemble et l'union de partis politiques, notamment de gauche, peut faire basculer un petit peu la donne et peser contre... Par contre, juste pour réagir très rapidement sur le point, vous notiez très justement qu'aujourd'hui, l'ancien président Laurent Gbagbo n'est pas éligible. On n'a pas encore résolu. Il n'est pas encore inscrit. La question n'a pas encore été résolue. Je pense personnellement qu'il compte peut-être, en tout cas le parti, sur la ferveur en fait populaire pour faire pression et se dire voilà, il y a tant de monde qui soutient telle personne ou tel parti et qui demande sa candidature. Et ce rassemblement, pour moi, justement, celui de l'appel d'hier, fait partie de cette stratégie potentiellement. Bon, j'aimerais écouter Élisée sur ce point-là. Élisée, pensez-vous qu'à l'appel justement de Benoît, si les partis d'opposition répondent, ce sujet-là pourrait être à l'agenda? Après tout, Afin Guessan l'a aussi dit, il a porté également le point de la réinscription et d'autres personnes également. Pensez-vous que ce sera le premier point à l'agenda s'ils arrivent à se mettre ensemble? Bon, je ne sais pas si c'est ce qui sera le premier point, mais certainement, ça sera un des points. Mais de toute façon, je pense que le PPACI lui-même a défini un peu la ligne de conduite concernant la résolution de la question du retour de Laurent Gbagbo sur la liste. Ils ont dit qu'ils n'entrevoyaient qu'une issue, qu'une voie, celle-là du dialogue politique, pour laquelle d'ailleurs ils ont adressé un courrier au Premier ministre et ils sont en attente d'un retour pour ouvrir vraiment un dialogue politique, pour discuter dessus éventuellement. Parce qu'ils se disent que dans la forme actuelle des choses, c'est l'unique voie par laquelle on peut éventuellement vraiment permettre le retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc ils y vont à fond en jouant la carte de cette voie-là. Parce qu'il y avait aussi cette voie-là du Parlement, mais au Parlement, ils ne sont pas majoritaires. Donc ça serait un peu difficile qu'on puisse, à partir du Parlement, mettre en place une loi d'amnistie. Ça devient un peu plus compliqué. Mais ils se disent que quand même le dialogue politique est un cadre créé par les partis politiques et la société civile en vue de résoudre certaines questions d'intérêt national, serait l'endroit le mieux indiqué pour pouvoir aborder cette question. Et ils sont sur cette dynamique-là. Et je pense avec eux que c'est la meilleure voie d'ailleurs. Moi, en tout cas, je pense qu'avec eux, c'est la meilleure voie. Il faut toujours continuer à discuter. Comme je le dis, je crois fermement à l'intelligence et à la capacité des Ivoiriens, des acteurs politiques, à s'élever au-dessus d'un certain nombre de considérations et à regarder l'intérêt national. Et sur cette base-là, je n'exclus pas éventuellement que dans un cadre comme le dialogue politique, on puisse éventuellement arriver à trouver une solution sur la question. Comme je l'ai dit la dernière fois, ma foi personnelle, c'est qu'éventuellement, le pouvoir pourrait être réceptif à la demande de l'opposition et permettre éventuellement que le Laurent Gbagbo revienne sur la liste et que vraiment les hostilités s'ouvrent. Les hostilités, bon, pas de façon négative, péjorative, mais des hostilités en termes de joute électorale, s'ouvrent et qu'on aille vraiment aux élections. Nous avons quelqu'un qui nous appelle de Cocody, M. Capo-Constantin. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très très bien, merci. J'espère chez vous aussi. Nous vous écoutons. D'accord, merci pour les débats que vous nous offrez chaque soir. Alors, je voudrais dire que l'appel du président Laurent Gbagbo, c'est un appel intéressant, contrairement à ce que Élisée ou bien d'autres personnes disent, parce que ça permet un équilibre politique en Côte d'Ivoire.
Et je pense que les joutes électorales qui arrivent seront très différentes par rapport aux autres joutes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne participent pas aux élections. Hein. Et cette fois-ci, je pense que tout le monde va se rendre aux urnes pour ne pas subir la politique qui est menée. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, il faut dire que les Ivoiriens, dans la majorité, souffrent. Hein. Moi, je suis vos débats. On parle de croissance, mais dans les familles, les gens souffrent. Voilà, avoir un repas par jour, c'est difficile. Donc, il ne faut pas occulter les problèmes. Je fais un clin d'œil à Élysée que j'aimais bien, mais il dévie, c'est-à-dire que depuis un moment, il est très partisan. Voilà, du RHDP. Donc, il faut être très équilibriste dans ce genre de débat. Et moi, je pense que c'est un bon appel du président Laurent Gbagbo, parce que quand on regarde le taux de participation aux élections en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ne participent pas. S'il y a un rassemblement de la gauche, c'est une force politique pour la Côte d'Ivoire. Et ça va permettre un équilibre. Je voulais faire un clin d'œil à Touré Mamadou. Je pense qu'il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Voilà, chaque fois c'est sorti, c'est des invectives au niveau de l'opposition. Rien ne prouve qu'ils vont gagner les élections en 2025. Rien ne prouve. Si tout le monde se fait enrôler, tout le monde a sa carte d'identité et que les Ivoiriens vont aux élections, le RHDP va tomber. Parce que sur le plan social, leur politique est très mauvaise. Très bien. Voilà. Très bien. C'est une très mauvaise politique. Et aujourd'hui, les suicides, tout ce qu'on voit, c'est dû à ça. Les gens se tuent parce que les Ivoiriens n'ont plus d'espoir. Vous êtes payé à 1 million, 1,2 million, mais vous n'arrivez pas à vivre avec ça. Je peux vous dire, je sais, parce que je touche à peu près ce même salaire, mais vous ne pouvez pas vivre. Les loyers sont chers, la vie est chère. Vous ne pouvez pas allez-y à Coco Vico au marché, par jour, vous dépensez 10 000. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Il ne s'agit pas qu'un père construise des immeubles et puis ses enfants meurent, ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'arrivent pas à manger. Merci beaucoup. C'est ça qu'il faut voir. Et laisser les ponts, les routes, c'est bon. Mais il faut que les Ivoiriens sentent cette croissance. Merci beaucoup, M. Voilà, Capo. Merci. Merci de votre point. Alors, ce qu'il est bon de mentionner, hein, nous sommes dans un débat politique. Les convictions et les points de vue des uns et des autres sont leurs points de vue. On ne peut pas juger qu'il est partisan ou pas, parce que je ne sais pas si, monsieur, vous avez votre carte. Voilà. Non, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon que je puisse remettre la balle au centre. Après, vous avez la parole, Élysée. Allez-y. Oui, moi, je tiens à te rassurer, à rassurer les téléspectateurs. Hein. Moi, je l'ai dit tout sur ce plateau, je n'ai jamais eu la prétention de dire que j'ai la science infuse. C'est ça. Ce que je dis ici, c'est un ressenti, c'est une opinion sur la base vraiment des faits, parce que c'est ce qu'on m'a appris dans mon métier. Je ne discute pas juste pour discuter. Bon, c'est sa manière de voir. Mais ce que je veux juste dire, il faut qu'on apprenne à s'écouter quand on se parle. C'est important. Je pense que beaucoup d'hommes regardent l'émission, mais n'écoutent pas ce qu'on dit en fait, ou ne comprennent pas ce qu'on dit. Sur la question de l'appel de Laurent Gbagbo, je répète encore et je dis ce que j'ai dit hier, qui a été très fondamental et clair. Laurent Gbagbo dit, venez, je vous ouvre mes bras, mes lieutenants vont discuter avec vous, mais je vous dis qu'il n'y aura pas de roubladise. Et il met en garde. Et j'ai dit, Laurent Gbagbo, dans ses propos, ce qu'il faut percevoir, c'est qu'il ouvre les bras pour une discussion, mais une discussion à ses conditions à lui. Si tu penses que tu ne peux pas discuter à ces conditions à lui, tu n'es pas concerné par l'appel. C'est ce que j'ai dit hier. Et je suis allé même plus loin. Quand j'ai abordé la question des suicides et autres, j'ai dit qu'il était très évasif sur la question. Et je le répète, et je Vous auriez aimé avoir des détails. Et je le maintiens même encore aujourd'hui, et je le dis, il était évasif sur la question. Quand on veut aborder une problématique d'intérêt national, quand on prétend ou quand on a cette ambition d'être chef de l'État, on ne l'aborde pas comme quelqu'un qui est en train de l'aborder dans un quartier, ou bien comme Élysée qui l'aborde comme un journaliste s'il fait une analyse. On va un peu plus loin, on fait une analyse qui est vraiment une analyse globale et on apporte des recommandations ou des suggestions ou des propositions. C'est l'attitude qui est indiquée dans ce cas de figure. Donc ça, je voudrais vraiment faire cette précision. Et puis, je pense que je continue Alors, on a un appel. On va chuter avec vous, on va prendre l'appel. Ok, d'accord. Je pense, si j'ai bien perçu le nom, M. Senghor Aboubakar. Voilà. Bonsoir, M. Senghor. Bonsoir, madame. Oui, merci d'être avec nous ce soir. Votre point de vue sur le sujet. Bon, moi, je pense que le RHDP n'a pas besoin de s'inquiéter, quoi. Ah bon, pourquoi?
Non, tout simplement parce qu'actuellement, quand vous observez, on a une menace terroriste à nos frontières. Donc, en 2025, tout le thème même qui sera central, c'est la sécurité nationale. La sécurité. Voilà, donc le président qui pourrait assurer ça, c'est celui qui sera le président de la Côte d'Ivoire. C'est tout pour vous. Tous ces partis-là ont déjà gouverné. On sait déjà c'est celui qui peut assurer. Donc, c'est le RHDP pour moi, quoi. Très bien. Monsieur Senghor, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Avant de revenir, juste avoir un point avec Aïcha. Aïcha, si toutefois le président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit, n'est pas réinscrit sur la liste électorale, quel serait le point de sortie pour la gauche? Alors, il va falloir pour le PPAC, on va dire. Alors, pour l'instant, il n'est pas inscrit, effectivement. Il va falloir, officiellement, il va falloir trouver un autre candidat. C'est un peu ce que vient de dire monsieur au téléphone. On a l'impression que sur 29 millions de personnes, il n'y a seulement que 2 candidats dans un parti qui seraient les hommes providentiels. Tout à l'heure, on parlait de plan A, plan B, plan C, plan D. Non, il faut un plan A, il faut un plan D, il faut un plan C, jusqu'à Z, en fait. Donc, cette personnalisation aussi de l'homme politique pose un peu problème. Juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la France est un mauvais exemple, effectivement, parce que ça n'a pas marché aux élections présidentielles. La gauche a été complètement divisée. Donc, on va voir ce que ça donne, effectivement, mais ça n'a pas fonctionné. Et juste pour revenir au précédent téléspectateur qui a apporté sa contribution, je pense que, je ne suis pas l'avocate d'Élysée, hein, mais de manière générale, il faut dépassionner le débat, je pense aussi. Même si la politique est passionnante, on donne un avis, on donne une analyse, ça ne veut pas dire qu'on est pour tel ou tel parti. Il faut dépassionner le débat. Sinon, ça veut dire qu'on change, en fait. Et là, il a dit « j'aimais bien Élysée, je l'aime plus ». Alors, ça veut dire qu'une phrase, ça veut dire qu'une phrase, en fait, d'un candidat peut changer le cours d'une élection. C'est très grave. Daouda et Gandhi. Gandhi, Gandhi, pardon, allez-y. En fait, moi, je continue de le dire. Tout se fait autour de l'appel, de ce que vous avez appelé l'appel de Bono. L'appel de Bono, voilà. Et je maintiens en fait ma position sur cet appel-là. Cet appel-là va redonner la chance à l'opposition de se réorganiser. Je vous pose la même question, Gandhi Koué, que celle que j'avais posée à Aïcha Crépi. C'est toutefois, malgré l'appel, malgré l'union et les partis qui arrivent, Laurent Gbagbo toujours pas inscrit sur la liste électorale jusqu'à quelques heures de l'élection. Qu'est-ce qui pourrait se passer justement pour la gauche? Le cas sénégalais fait cas d'école. Le cas sénégalais, il faut trouver un autre plan. Bien évidemment, parce que le président Gbagbo Laurent va se rendre compte en fait que devant la bataille qu'il a menée, il y a bien des gens. Mais justement, vous parlez du cas sénégalais. Au Sénégal, on savait bien qu'il y avait Sonko, il y avait Diomaye. Oui, mais je vous dis, il y a 20 ans en arrière, le président actuel n'était pas éligible, Alassane Ouattara. Il est devenu éligible par la force des choses. En politique, comme on le dit, on ne dit jamais, jamais. Aujourd'hui, le président de la République a la possibilité de dire, en fait, je décide de voir mon parti, l'Assemblée nationale, pour amnistier Gbagbo Laurent. C'est des choses qui peuvent arriver, puisqu'on est toujours dans la discussion. Voilà. Donc, tout est possible. Permis, tout est possible. Ouais, Tensi, comme on le dit, mais moi, je pense que l'appel déjà de Bonois, c'est un pas de plus. Laurent Gbagbo n'était pas dans cette position. Quand il est descendu de l'aéroport, il n'était même pas prêt à recevoir, à discuter avec ses anciens lieutenants. Aujourd'hui, il s'ouvre. Et déjà, même si déjà il dit qu'en fait, venez dans mes bras, mais déjà, on peut venir dans ses bras et automatiquement, après, on lui dira, bon, ce ne sont plus tes bras, mais mets-toi derrière nous et bon, la vie continue. Et justement, je reste avec vous, Koué. S'il dit, mais si on lui dit, ce ne sont plus vos bras qui doivent recevoir tout le monde, qui, selon vous? Non, juste des noms. Vous voyez qui, par exemple, au niveau de PPACI, pour porter justement... Non, moi, je ne vois pas le PPACI. Le PPACI l'a déjà dit, ils sont accabotés sur Gbagbo Laurent. Mais je veux dire, quand on est dans une opposition en dehors de Gbagbo Laurent, il y a le président du PDCI qui est Thiam, il y a le président du Front populaire ivoirien qui est Afin Guessan. Il y a plusieurs... Donc Thiam serait le plan... Il y a le président du COJAP qui est Blé Goudé. Pour vous, le président du PDC serait le plan numéro 2, par exemple? Non, moi je ne dirais pas plan numéro 2, je veux dire que tout se fait. Et puis même dans ce qu'on a appelé l'appel, ce n'est pas pour choisir un candidat. L'appel, c'est pour se mettre ensemble, pour avoir des conditions nouvelles d'élection. Je vais vous donner un exemple. On parle par exemple de l'audit des listes du listing électoral. C'est ça. On peut se mettre ensemble pour donner plus de poids. On peut se mettre ensemble, par exemple, pour qu'on puisse revoir en fait... ce que je peux appeler le découpage électoral. Voilà. Donc, mais je ne pense pas que l'appel soit forcément autour de la personne pour dire l'opposition a choisi un candidat. Parce que ce genre de choses-là se retrouve au deuxième tour. On a vu le RHDP, Bédié et Ouattara qui ne s'entendaient pas, qui ont écrit des choses, qui se sont mis ensemble. Devant l'adversaire, on se met ensemble. Toujours, l'union fait la force. Très bien. Voilà. Daouda, votre point de vue? Christelle, j'avoue que dans ce pays-là, je commence à être inquiet de jour en jour. Ne soyez pas inquiet, Daouda. Pourquoi êtes-vous inquiet? Pourquoi est-ce que je suis inquiet? Parce que depuis l'appel qu'on appelle l'appel de Bonois, en fait, il n'y a pas de plan.
C'est-à-dire, il n'y a pas de programme. On ne propose rien de concret aux Ivoiriens. De la part de qui? Mais de la part de l'opposition, parce que je vais rappeler, souvenons-nous de 2010. C'est les vacances, non? Le 2010, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Anaki Kobena, Mabri Touakeuse, ils se mettent ensemble. Ils écrivent un programme qu'ils présentent aux Ivoiriens. Les Ivoiriens adhèrent au programme, ils votent un programme. Après, il y a les dissensions dans chaque parti, comme ça, entre les leaders politiques. Ça peut arriver. Bien sûr. Mais depuis les différents appels qu'on lance ça et là, dites-moi concrètement, Christelle, quel est le programme en matière de sécurité qu'on présente? Quel est le programme en matière de santé qu'on présente? Nous sommes dans la même configuration. On est toujours dans la même configuration. On ne peut pas aller à une élection sans proposer. Je prends, excusez-moi ma trivialité. Imaginez-vous que je souhaite faire la cour à la belle Sarah. Imaginez-vous. Mais je lui propose des choses concrètes. Sarah, si tu es avec moi, je compte faire ci, je compte faire ça, je compte faire ci. Quoi je que compte tu n'aies rien, en fait. Voilà. Non, mais au moins j'ai proposé. Élisée, oui, au moins tu proposes quelque chose. Voici ce que j'ai. Selon vous, l'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens? Sincèrement, aujourd'hui, regardons-nous en face. Mais c'est faux. Parce que j'estime pour ma part que quand on s'assoit et que finalement on se met ensemble, et on dit à l'autre, casse-toi de là que je m'y mette, moi je veux dire, c'est pas un programme. J'aimerais bien réagir. Tu fais ça c'est pas un programme. Sarah, non, enfin, on va réagir. C'était juste un exemple. Sarah et puis Aïcha. Allez-y, Sarah. Oui, alors, Ensuite, très Élisée. rapidement, mais justement, Daouda, Il dit l'opposition n'a rien à présenter aux Ivoiriens. C'est ce que Daouda disait. Oui, alors je pense que tous les partis, pour ma part, sont concernés en ce qui concerne ce point. Je vais être un peu plus rude. Un peu plus dur, hein. Un peu plus dur, ce qui me permet de rebondir en fait sur le point qui a été partagé par la personne qu'on a reçue au téléphone en premier. Il a dit quelque chose pour moi qui est très important, une chose qui n'est vraiment pas à minimiser il disait en gros qu'on a pu assister à de nombreux plans de développement, d'infrastructures, etc. Mais quand il s'agit du social, quand il s'agit de l'humain, on ne fait pas grand-chose. Les gens ont des difficultés avec leur pouvoir d'achat. C'est très difficile. Exactement. Et il dit on fait souvent, on pose souvent l'accent sur la croissance économique, sur toutes ces infrastructures qui sont développées. On a bien saisi. Où vous voulez en venir? Ce que je veux en venir, c'est que c'est un point absolument crucial parce que quand on entend aujourd'hui tous ces politiques qui parlent, on a l'impression qu'on assiste plus à un combat d'hommes politiques contre hommes politiques et on parle beaucoup moins en substance des programmes de fond et on entend moins quelles sont les propositions des différents partis pour pallier justement à ces problèmes. Aujourd'hui, c'est justement le cœur du débat quand on entend le PDCI prendre la parole, Tidiane Thiam en l'occurrence. Il parle souvent du capital humain et du problème lié justement à ce pouvoir d'achat et le problème aussi au niveau de l'éducation. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur du débat PDCI, du parti. selon vous, propose des solutions? Et il attaque très souvent le RHDP sur ce point-là. Ça va répondre à la question. Est-ce que le PDCI propose des solutions aux Ivoiriens, selon vous? Il propose plein de solutions. En tout cas, il y a plusieurs directions, plusieurs chantiers qu'il propose pour en discuter davantage. Mais ce qu'on aimerait aujourd'hui entendre, c'est des réactions beaucoup plus fermes, beaucoup plus précises de la part du RHDP, justement, sur ces points-là, parce que c'est sur ces points-là, justement, qu'ils se font très souvent attaquer. Donc, quels sont justement aujourd'hui leurs plans c'est pour ça que j'ai envie de répondre à Daouda en disant mais c'est un petit peu des deux côtés que j'aimerais faire ce reproche en fait. Rapidement Daouda, on va écouter Aïcha. Faisons une guerre programme contre programme et pas homme politique contre homme politique. Oui, je t'écoute, pardon. Merci rapidement beaucoup. Daouda. Parce que finalement, on a un parti au pouvoir qui présente un bilan, qui dit voici mon bilan. Moi, je vais dire, en tant qu'Ivoirien, ce que j'attends de l'opposition concrètement, voici le bilan du RHDP. Ils ont fait ci, on le reconnaît. Et c'est là où je vois la grandeur de Tidiane Thiam. Lui, il reconnaît que quelque chose a été fait. Oui. Mais à contrario, ce qu'il dit, c'est pas suffisant ici, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Pour vous, c'est le meilleur profil de l'opposant en ce moment en Côte d'Ivoire? En tout cas, pour ma part, en Côte d'Ivoire, le meilleur profil de l'opposant en Côte d'Ivoire ici actuellement, c'est Tidiane Thiam. Et on va écouter Aïcha. Aïcha, je voulais juste lorsque Daouda disait justement que l'opposition n'a rien à proposer, vous avez dit mais c'est faux. C'est faux parce qu'on a parlé, effectivement, on a entendu parler par le président Laurent Gbagbo de la carte d'identité gratuite. Je veux dire, oui, par exemple, si on est un petit peu sérieux, qu'on est un petit peu réaliste, qui lit vraiment les programmes en entier? Ici, comme dans d'autres pays, en fait. D'accord. Il y a combien de gens comme vous qui les lisent? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui lisent. D'accord. Je dis pas. Alors, beaucoup, c'est pas la majorité. Voilà. Allons-y. En général, on donne les grandes lignes. En général, on donne les grandes lignes d'un programme. Donc, c'est ce que peut-être M. Laurent Gbagbo est en train d'amorcer, justement. Les grandes lignes. La carte d'identité gratuite, c'est une mesure. Il a parlé aussi des péages. Tout à fait.
des mesures sociales fortes. Alors certes, c'est populiste, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien proposé. La preuve, on en parle aujourd'hui. Très bien. En fait, la question de la carte d'identité, si je peux me permettre rapidement. Rapidement, mais vraiment la seconde, Tu sais, prendre la parole. en 2010, la carte d'identité, quand on parle de la rendre gratuite, ce que Laurent Gbagbo ne vous dit pas, c'est qu'elle a été subventionnée, c'était un prêt. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train de courir à tout va pour dire on prend des prêts, la dette. Et on parle du présent. Pour dire concrètement qu'aujourd'hui, la carte d'identité, Aïcha, elle ne peut pas être gratuite. Élisée. Parce qu'on parle de souveraineté. Daouda, vous n'avez plus la parole. C'est pas ça. En fait, je ne vais pas chuter sur la souveraineté. Chutez rapidement pour qu'Élisée puisse prendre la question, parole, c'est est-ce qu'ils ont proposé? La réponse est oui. La réponse est oui, ils ont proposé. Peu importe si c'est réalisable ou pas. D'accord. Voilà. On termine Donc, rapidement. ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, en matière de carte d'identité, aujourd'hui, nos données biométriques, le directeur général de l'ONESI était ici, nos données sont ici en Côte d'Ivoire. Et pourtant, au Mali, dernièrement, il y a eu un gros conflit sur la souveraineté de leurs données. C'est pour dire que si on devait le donner à quelqu'un d'autre, c'est ce pays-là qui aurait nos données. Merci d'être avec nous. Le grand talk continue. Nous allons maintenant parler de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le lundi 1er juillet, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a présidé la double cérémonie de pose des premières pierres de la cité universitaire et du laboratoire central de l'innovation du CEA Valopro de l'INPHB à Yamoussoukro. Daouda, est-ce qu'on peut en savoir davantage sur cette double pose de première pierre? Déjà, je pense que c'est déjà une bonne initiative quand on sait que la pose de cette première pierre, ça s'inscrit dans la construction de, comment on appelle ça, de l'antenne en fait, qui est construite sur 9,5 hectares, qui va comporter 6 blocs de bâtiments, 101 chambres. 101 chambres, oui. Voilà, 101 chambres, et dont 3 pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Et j'avoue que ce qui a véritablement attiré mon attention dans cette cérémonie, c'est la place qui a été faite aux personnes à mobilité réduite. Ah oui, c'était très important. Ouais. C'est un combat que je mène depuis très longtemps et qui m'intéresse parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, nous sommes sur nos 2 pieds, on marche, on gambade, on fait ce qu'on veut, mais on n'est jamais à l'abri. Ah oui, demain, nous pouvons être aussi des personnes à mobilité réduite. Et pour cela, je tenais véritablement à tirer mon chapeau au ministre Diawara, mais aussi à l'AFD qui accorde un prêt souverain. Quand on sait que, comment on appelle ça, l'AFD vient dans ce circuit-là, parce que vous vous rappelez qu'en son temps, nous étions PPTE, donc les prêts qui étaient là en son temps, on nous donne ces prêts-là pour des projets structurants. Et je pense que ça s'inscrit dans ce cadre-là. En tout cas, bravo à eux et félicitations. Oui, bonne nouvelle pour les étudiants de l'INPHB. Bonne nouvelle pour les étudiants, bonne nouvelle pour la formation et bonne nouvelle en fait. Je salue au passage le ministre Diawara parce que en fait, depuis sa présence à ce niveau-là, il faut dire qu'il y a beaucoup quand même de choses qui ont été faites avec les autres universités. Et je pense que l'INP aujourd'hui a quand même connu ce que je peux appeler une promotion, parce qu'au niveau déjà africain, nous sommes 2e. Voilà, la Côte d'Ivoire a progressé. Nous sommes 2e après les Marocains. Parlons des universités. Oui, l'université, voilà. Et nous sommes 36e au plan africain. Mais je veux dire qu'il y a eu un progrès. Et l'université, l'INPHB fait partie déjà de ces écoles-là. Voilà, donc c'est déjà à saluer. 36e sur un total de 150. Voilà. Déjà. Mais c'est du progrès, on a fait quand même du progrès. Déjà, il faut saluer d'abord les choses, comme toutes les actions du ministre Diawara, que je voudrais saluer au passage. À travers lui, saluer en fait le président de la République, qui a tenu à quand même respecter en fait ses engagements concernant en fait tout ce qui concerne en fait les universités, les nouvelles universités. Je vois l'université de Bondoukou, saluer au passage toutes les autorités académiques de l'université de Bondoukou, le directeur du cours de Bondoukou, et puis bientôt l'université d'Otiéné. Voilà, bien évidemment l'INPHB. On va se retrouver à l'université virtuelle. Oui. Très bien. Aïcha Crépi, votre point de vue sur ce sujet-là, le renforcement des capacités. Voilà, je salue tout ce qui concerne l'éducation, l'enseignement supérieur, l'excellence académique. Surtout dans un contexte où les derniers chiffres de Campus France annoncent près de 11 000 étudiants en mobilité internationale chaque année. Le but du jeu, c'est qu'ils restent ici, qu'ils soient à l'aise ici, que toutes les conditions soient réunies et qu'ils soient formés de façon excellente, effectivement, pour briller à l'international. Donc moi, je salue toutes ces initiatives-là. Élisée Boloube, le profil ivoirien très recherché hier, notre invité le disait, au vu donc de ce qui se passe avec ce renforcement de capacité, on sera encore bien demandé sur l'échiquier africain et mondial parce que bien formé dans de très très belles structures. Oui, comme Gandhi l'a si bien expliqué, je pense qu'aujourd'hui, avec ce rang qu'occupe l'INPHB,
cela vient conforter en fait la place de la Côte d'Ivoire en termes de formation au niveau de l'enseignement supérieur, qui est déjà une très bonne chose. L'INPHB, contrairement, bon, je ne dirais pas contrairement, mais peut-être que beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas, mais aujourd'hui c'est un véritable joyau, c'est un centre d'excellence de la Banque mondiale. Et qui sait comment la Banque mondiale est rigoureuse en matière de choix de centre d'excellence, on comprend tout de suite que l'INP est véritablement, je dirais, un véritable laboratoire de compétences, et ça, c'est une très bonne chose. Mais je voudrais surtout relever un fait qui, pour moi, est important, c'est cette coopération qui a abouti à ces projets qui vont renforcer, je veux dire, les capacités d'accueil au niveau de l'INP. Ce projet financé par l'AFD. On n'en parle pas suffisamment. L'Agence France de Développement. L'Agence France de Développement, cette coopération que la Côte d'Ivoire est arrivée à mettre en place avec la France à travers cette agence-là est extraordinaire. Aujourd'hui, figurez-vous que l'AFD a financé, ça c'est une information qui date de 2022, plus de 1100 projets en Côte d'Ivoire. Intéressant. Oui, plus de 1100 projets en Côte d'Ivoire pour un montant évalué à plus de 12 milliards d'euros. Wow. Vous savez que c'est colossal, c'est des montants importants. Ça prend en compte tous ces projets des CEDD qui ont permis aujourd'hui d'atteindre un certain nombre de niveaux, de renforcer nos capacités. Des contrats de désendettement. Voilà, sur plusieurs secteurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est des mécanismes qu'il faut encourager. Contrairement à ce que d'autres racontent, non, on est à la solde, non, on serait au dictat. Voici des coopérations gagnantes qu'il faut promouvoir. C'est vraiment important. C'est important et moi, je salue vraiment l'initiative des autorités de l'INPHB, mais de l'enseignement supérieur, qui ont eu cette vision-là et grâce à cette coopération aujourd'hui, sont en train de donner à l'INPHB un visage des plus rayonnants et permettre à notre institut, qui aujourd'hui est deuxième meilleure université francophone en Afrique, et 36e, donc. Et 36e en Afrique, de vraiment monter encore en compétence et c'est quelque chose à saluer. Deuxième université, meilleure deuxième université francophone et 36e université africaine. Sur 150 universités. Voilà. En tout cas, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo au ministre de l'Enseignement supérieur pour ce très très beau projet. Et on a vu quelques images, c'est très très joli, on sait que les étudiants seront dans de très très belles conditions. Messieurs, refermons la porte de l'enseignement supérieur et avec votre permission, ouvrons celle de la tradition. Je vous emmène au pays Bron. Au pays Bron, donc c'est le Gontougo, sous-préfecture de Tanda, Guinée plus précisément. Et pour en parler, nous avons Monsieur Fieni, Monsieur Kofi Fieni Hippolyte. Bonsoir Monsieur Fieni Kofi, merci d'être là. Votre sujet avec nous, c'est la deuxième édition du Guindé Festival du 24 au 30 août 2024. Qu'est-ce que c'est que le Guindé? J'ai bien prononcé, j'espère. Guindé Festival, allez-y. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir, chers téléspectateurs de Live TV. Je suis sur votre plateau ce soir pour pouvoir parler de la fête de l'Ignam, de l'Ignam précisément. Et le festival, Guindé Festival, a été initié depuis l'année dernière. Donc nous sommes à sa deuxième édition. En fait, ce festival a été conçu pour pouvoir faire la promotion de la fête de l'Ignam en pays Bron. La fête de l'Ignam. Bon, pour nous qui ne sommes pas du pays Bron, comment est-ce qu'on pourrait expliquer aux téléspectateurs qui ne sont pas ivoiriens également la fête de l'Ignam? Bien, la fête de l'Ignam s'explique par ceci. Lorsqu'il y a eu un conflit au Ghana, une partie des Brons s'est détachée du Ghana et s'est déporté vers la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Gontougo. Et là, les arrivants ont eu à croiser le fer avec les autochtones qui sont les Koulango. Donc la guerre s'est installée. Et vous savez qu'en de telles situations, on n'a pas le temps de faire autre chose. Donc l'agriculture n'était pas pratiquée et il y a eu vraiment une famine. Et le chef de Guindé, Nana Kwaku Fieni, notre ancêtre, a dirigé la guerre. Et au cours de cette guerre, la famine sévissait. Et comme il fallait sauvegarder les troupes, il fallait que les gens se nourrissent. Une plante a été découverte. Et c'est un tubercule. Et pour pouvoir survivre, il a proposé aux autres, au roi Bron, et à tous les autres de manger cette igname. Parce qu'étant le chef d'état-major, il faut faire vivre l'armée. C'est ça. Donc, il a proposé de manger. Et durant une semaine, il a mangé l'igname. Et au bout de 40 jours, il n'en est pas mort.
Et donc, chaque année, vous célébrez. cet événement est commémoré. Alors, les Brons et les Abrons, c'est le même groupe ethnique, hein? Oui. En fait, c'est la déformation du mot bron. Très bien. Daouda, question? Merci beaucoup. En fait, ma première question est la suivante. Vous êtes à la 2e édition. Donc finalement, comment s'est passée la première édition? À combien de personnes vous avez accueilli? Et pour la 2e édition, c'est quoi les innovations pour ceux qui veulent y participer? Bien. Pour la première édition, nous avons mené, ça avait commencé un samedi. Étant donné que la fête de l'Igname même se déroule un vendredi, un mercredi. Un mercredi. Un mercredi. C'est un choix stratégique, enfin c'est traditionnel ou c'est votre propre... C'est traditionnel. Pourquoi le mercredi? Le mercredi, chez nous, ce mercredi est un jour spécial qu'on appelle Kulpakou. C'est-à-dire, on fait la fête des Ignames ce mercredi. C'est pourquoi chez nous-mêmes, quand il y a les veillées funéraires, nous ne les organisons pas les mercredis. Parce que c'est un jour spécial dédié à... C'est un jour spécial. D'accord. Donc c'est un jour spécial. Pour la première édition, nous avons eu d'abord, le lancement a été fait un samedi. Et le dimanche, il y a eu ce que nous appelons le nettoyage de la route menant à la rivière sacrée. D'où, du village, on porte dans la marque le chef jusqu'à cette rivière pour en revenir. Et qu'est-ce que vous faites à la rivière sacrée? Excusez-moi La rivière sacrée, on y va pour purifier le chef. Pour purifier le chef. Si vous y arrivez, vous allez voir que quand on arrive là-bas, on va le laver et à son retour, il porte un habit blanc pour dire qu'il y a une année nouvelle qui commence. L'année nouvelle qui commence doit être une année de purification. Très bien. Donc, à travers lui, c'est tout le royaume qui est purifié. Très bien. Gandhi? Les innovations. Ah oui, les innovations, pardon. Oui, il avait parlé, donc il y a eu l'année dernière des consultations médicales pour dépister un certain type de maladie. Oui. Voilà, et puis il y a eu des artistes. Pour cette année, encore, on va relancer un samedi. Nous allons avoir toujours les mêmes consultations médicales, une consultation foraine le lundi. Nous allons avoir le mardi des jeux. Et durant cette cérémonie, nous allons avoir des jeux, nous allons voir de la musique. Et donc, l'appel a été lancé même par Serge Beno pour ouvrir le samedi cette fête-là. D'accord. C'est un de vos fils? Non. Serge Beno, vous l'avez juste invité, non, c'est un invité. Il viendra. Très bien. Et il n'est pas le seul. Il y aura d'autres artistes. Gandhi? Moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est vrai, on dit fête des Ignames, ça c'est en français. Mais dans votre patois, comment on appelle la fête des Ignames? En bron, comment on appelle la fête des Ignames? Nous disons d'abord fête de l'Igname, parce que c'est un terme générique qui va désigner tous les sortes d'Igname. Et comme aujourd'hui, nous ne savons pas quel est le type d'Igname, parce qu'aujourd'hui, même l'ANADER en fabrique. Non, en fait, donc, je pense qu'il demande que vous puissiez dire fête des Ignames dans votre ethnie. Dans votre ethnie. C'est ça, Gandhi? Oui, c'est ça. Okay. Bien. Donc, quand nous disons fête de l'Igname, nous disons Dongodigo. C'est le jour où on mange l'Igname. Dongodigo. Dongodigo. Ok. Dongodigo. J'ai bien prononcé, Daouda. Dongodigo. On a du groupe. Oh, c'est pas vrai. Élisée Boloubo, question. Nous savons aujourd'hui que ces genres de festivals-là sont des prétextes pour pouvoir renforcer la cohésion sociale. Et très souvent, on invite d'autres groupes ethniques à nous rejoindre. Est-ce que vous avez un groupe ethnique particulier que vous avez invité? Et quel est le thème sur lequel est placée cette édition 2024 du Festival Guendé? Bien. Vous avez même relevé le mot. La cohésion. C'est ça. Vous savez qu'un peu partout, aujourd'hui, il y a des situations qui sont conflictuelles partout. Même au sein du village, il y a quelques problèmes. Ça. Donc nous avons dit que cette année, nous plaçons cette fête sous le signe de l'unité et de la cohésion. L'unité et la cohésion. Maintenant, dans la région, parce que Guendé est un village, et il y a d'autres villages satellites. Donc au cours de cette fête-là, nous invitons tous ces villages satellites. Vous allez voir que d'autres chefs viendront
d'ailleurs et qui seront portés dans la MAC. Parce que quand on est venu de là-bas, on a cheminé, on a eu à nous emplacer, a eu des emplacements avant de nous sédentariser totalement à Guindé. Non, vous ne recevez pas peut-être c'est un exemple que je donne, vous ne recevez pas des gens du Tonkmi ou bien des gens d'Abengourou ou bien des gens Bon, nous lançons l'appel. Et nous avons l'appel toujours au niveau d'Abengourou, d'Anibelekoro par exemple. Nous invitons les gens à venir nous trouver. Parce que déjà, entre les Agnis et nous, nous sommes d'abord des voisins. Bien sûr. Et après eux, on nous trouve. Donc quand cela arrive, nous donnons l'information même bien avant, pour que tout le monde se joigne à nous. Et au cours de cette fête, vous allez voir une diversité d'ethnies. Très bien. Alors, dans vos propos préliminaires, lorsque vous rappeliez un peu l'historique du peuple bron à bron, vous parliez de le fait d'avoir quitté le Ghana. Est-ce que quand vous initiez de telles fêtes, de telles célébrations, est-ce que vous les invitez, ils viennent participer quand on sait que les liens sont assez forts? Oui, oui. L'année dernière, il y a eu plus de 200 personnes qui sont venues du Ghana. Et nous avons particulièrement des villages comme Drobo, comme Banon, comme Zizera. Eux-mêmes, ils viennent. Voilà, Zizera. Ce sont des villages du Ghana. Ils viennent avec un ensemble, même avec leur nourriture, avec des mortiers. Ah, pourquoi? Voilà, ils viennent avec tout. Pourquoi? Et quelquefois, bon, nous leur faisons de laisser passer pour qu'ils viennent s'associer à nous, parce que ce sont nos frères. C'est ça. Par exemple, Banon, c'est un village qui a été créé après notre arrivée ici. Certains sont repartis au Ghana pour fonder ce village-là. Ah d'accord, donc les liens sont assez forts. Les liens sont forts. Très bien. Les liens sont forts. Très bien. Très forts. Alors, on rappelle que la cérémonie aura lieu donc du 24, les cérémonies du 24 au 30 août 2024 à Guindé. Aïcha, question? Oui, non, c'est la question que je voulais poser justement pour le Ghana, parce que votre beau habit nous rappelle nos voisins, effectivement. Au-delà des Ghanéens et des Agnis, est-ce que d'autres personnes sont invitées? Est-ce que, à l'international, voilà, est-ce que vous faites des choses pour emmener, au-delà de nos voisins, des populations un peu plus lointaines? C'est pour cette raison même que Guindé Festival a été fait. Parce que par le passé, des gens venaient même de l'Allemagne, d'un peu partout. C'est un guide qu'on voit là. Vous avez créé un guide excellent. Voilà, donc en initiant cela et en l'annonçant plus tôt, cela permet même aux touristes qui viennent d'ailleurs de savoir qu'à Guindé, il y aura une telle cérémonie. Et donc, en venant vers nous, cela permet de faire la promotion de la fête de l'Igname. Et ça permet aussi aux jeunes de parler leur langue, n'est-ce pas? Oui. D'apprendre à parler leur langue. Oui. Mais je voudrais faire... j'ai donné un peu, c'était brièvement. C'est ça. Mais je voudrais dire que la fête de l'Igname à Guindé, c'est le début des fêtes de l'Igname en pays bron. Ah d'accord. Okay. Oui, puisque... C'est vous qui ouvrez. C'est nous qui ouvrons. Comme je l'ai dit, Nana Kwaku Fieni a été le premier à manger l'igname. Et il a demandé au peuple bron, c'est-à-dire au conseil du roi, que je ne demande aucune autre récompense, sinon que chaque année, je dois commémorer cet événement. Donc, ce sera moi qui vais faire la fête avant vous. Donc, quand cela doit arriver, vous avez vu, bon, on a donné, dans le document, on donne la fête de l'Igname le 28 août. En réalité, nous ne sommes pas autorisés à parler de cela d'abord. Ah, d'accord. Parce que c'est le Conseil royal qui va autoriser, puisque c'est la fête de tout un peuple. C'est ça. Qui dit, à telle date, on le fait. Très bien. Mais comme nous savons que 28 août, c'est déjà l'année avancée. Très bien. Pour ne pas que les brons meurent de faim, on estime que à cette date, il faut rappeler. Aura effectivement lieu. Très bien. Quand elle va avoir lieu. Oui, on va terminer. Oui, je veux là pour que vous puissiez maîtriser et savoir un peu ce que c'est. Et on termine, oui. Quand on va avoir cette fête, quand il a mangé, 40 jours après, on va avoir 40 ou 42 jours après, ce qu'on appelle le mourfier. Certains chefs broncs vont célébrer la fête. Merci beaucoup. Une semaine après, Faufier. Et puis la taillée qui va regrouper tout le conseil royal. En tout cas, nous vous invitons à participer massivement au Guindé Festival
dont la deuxième édition se tiendra du 24 au 30 août 2024. Merci infiniment, Monsieur Kofi Fieni-Hippolyte, d'être venu éclairer nos lanternes sur ce sujet-là. Bonne célébration à vous et on espère que voilà, ça se passera bien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Notre plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes ravis d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Et nous espérons que pour les prochains événements, vous allez nous inviter. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, dames, merci. On se retrouve demain au pas de course. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.